aimables téléspectateurs de Faso TV, chers candidats au bac, profil sciences expérimentales et mathématiques, vous qui nous suivez à travers la radio Baobab FM, bonsoir. Je me nomme M. Ali Keta. Je suis professeur de chimie au lycée 3 avril, Kankan. J'interviens ce soir dans cette émission de cours à distance initiée par le département en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, renforcée sur le plan local par le groupe Dabo Média, l'inspection régionale de l'éducation, la direction préfectorale de l'éducation de Kankan. Alors, comme vous le constatez, j'interviens ce soir en chimie et plus particulièrement sur le chapitre 3 dénommé chimie organique. Et comme vous le voyez, cette chimie organique, vous n'êtes pas à votre première fois d'entendre parler de cette chimie. Dans la chimie organique, nous allons voir au point grand A la stéréochimie. La stéréochimie que vous avez également vue dans les basses classes, mais en survol, notamment en 11e année. Et dans cette stéréochimie, nous allons nous focaliser plus particulièrement sur le point 1 qu'on a appelé notion de base de la stéréochimie. Et pour comprendre tous ces sous-chapitres qu'est la stéréochimie, il va falloir que vous et nous, on se pose un certain nombre de questions que nous allons essayer de répondre au fil de ce cours, ce qui va nous permettre de mieux maîtriser le cours et de se tirer d'affaire. Alors, la première question que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce que la stéréochimie? Qu'est-ce que la stéréochimie? Alors, je vais écrire ça. Et la deuxième question que nous allons nous poser, c'est quels sont les objectifs visés par ces cours de stéréochimie? Donc, quels sont les objectifs visés par ces cours? Et troisième question que nous allons nous poser, quel est l'intérêt de la stéréochimie? Quel est l'intérêt de la stéréochimie? En répondant à ces différentes questions, cela va nous permettre de mieux assimiler ce cours de stéréochimie. Alors, sans tarder, commençons par notre première question, c'est-à-dire, qu'est-ce que la stéréochimie? Vous n'êtes pas à votre première fois, je l'ai dit tantôt, d'entendre parler de la stéréochimie, parce que dans les classes de 11e année, vous avez vu dans l'étude des molécules et des ions, alors, ce qu'on a appelé la stéréochimie. Parce que là, vous avez étudié ce qu'on a appelé la représentation géométrique des molécules. Et cette représentation géométrique des molécules mettait alors en relation avec les propriétés chimiques que ces molécules-là possédaient. Et ce qui nous a amené à dire dans cette classe que la stéréochimie est l'étude des relations qui existent entre les structures géométriques des molécules et les propriétés physico-chimiques que possèdent ces mêmes molécules. Et là, je crois, vous avez vu pas mal d'exemples, dont le premier exemple, c'était la molécule d'eau. On vous a fait comprendre que cette molécule-là était coudée. C'est-à-dire que je pouvais la représenter par mon bras. Ici, l'atome d'oxygène est présent.
et les hydrogènes sont représentés par mon coup de poing et alors mon épaule. Et après, vous avez vu l'exemple également de la molécule du CO2 là où on vous a montré que c'est une molécule alors plane qui se présente comme mon bras. Alors vous allez voir qu'au niveau du coude, cette fois-ci, c'est l'atome de carbone qui est là. Et le coup de poing et l'épaule sont les atomes d'oxygène, mais liés à l'atome de carbone par une double liaison. Et après, vous avez vu la molécule de l'ammoniac là, où on vous a montré que cette molécule-là se présente sous cette forme-là. C'est-à-dire, ici, nous avons l'atome d'azote et les 3 hydrogènes sont là. Alors, à la base, donc l'azote est au sommet de la pyramide et les hydrogènes sont là. Et vous avez vu aussi la molécule du méthane, pas mal de molécules là. Ça, c'était en 11e année. Mais nous sommes en terminale. Qu'est-ce que la syrochimie? Alors, pour mieux répondre à cette question, retenez que les structures géométriques que les molécules ont, alors les molécules ont au sommet de ces différentes structures-là, les atomes sont disposés. Et en ce moment, et cette disposition-là est dans l'espace. C'est pourquoi on définit la syrochimie en terminale comme étant une partie de la chimie qui s'occupe ici de la représentation spatiale des molécules. Je dis bien représentation spatiale des molécules. Alors, cette représentation spatiale des molécules est appelée la syrochimie. Dans le mot spatial, on sous-entend espace. C'est pourquoi, en d'autres termes, on vous dira que la syrochimie est la représentation des molécules dans l'espace. La syrochimie est la représentation des molécules dans l'espace. Et lorsque nous voulons représenter les molécules dans l'espace, alors comment nous pouvons procéder à cela? Comment nous pouvons représenter les molécules dans l'espace? C'est cette partie ou cette question qui peut nous faire passer à la deuxième question, c'est-à-dire les objectifs visés par ces cours de la syrochimie. Alors retenez ceci, que pour comprendre ce qu'on a appelé la représentation spatiale des molécules, il va falloir que l'on comprenne ce point qui est là, ce qui nous ramène à notre leçon que nous avons appelée ici notion de base de la syrochimie. Alors, chers candidats, il est très utile pour nous aujourd'hui de comprendre ce que signifie notion de base de la syrochimie. Lorsque vous voulez comprendre la syrochimie, lorsque vous voulez être capable de représenter une molécule dans l'espace, il faut que vous compreniez avec exactitude les notions de base de la syrochimie. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez alors accorder une attention toute particulière pour mieux comprendre ces cours sur les notions de base. Ainsi, tout le reste va vous être très facile. Les notions de base de la syrochimie sont reparties, retenez très bien, en 2 grands groupes. Les notions de base de la syrochimie sont reparties en 2 grands groupes. Le premier groupe, c'est les différents types d'atomes de carbone. Et le deuxième groupe, ce sont les conventions de Donald Cram. Et lorsque vous suivez très bien, alors au point 1.1 qu'on a appelé différents types d'atomes de carbone. Pourquoi on s'intéresse aux différents types d'atomes de carbone? On le sait très bien depuis les basses classes que les molécules des composés organiques, parce que nous sommes en chimie organique, sont constituées fondamentalement de ce que nous avons appelé ici des atomes de carbone, qui forment des chaînes entre eux. Et si ces atomes de carbone forment des chaînes entre eux, et sur eux se trouvent fixés d'autres atomes que nous avons alors, ou bien des groupes d'atomes
qui forment enfin la molécule de composé organique. C'est pourquoi ces chaînes carbonées qui constituent le squelette bien sûr des composés organiques, nous devons comprendre quels sont les types d'atomes de carbone qu'on peut rencontrer dedans. Alors nous prenons ce point 1, les différents types d'atomes de carbone. Et retenez très bien que nous avons deux types d'atomes de carbone que l'on peut rencontrer dans les molécules que nous voulons représenter dans l'espace. Les premiers types de carbone sont appelés ici les carbones tétragonaux. Carbones tétragonaux. Et les deuxièmes types sont appelés les carbones trigonaux. Donc, un carbone tétragonal, des carbones tétragonaux comme on le sait déjà. Et dans les molécules où nous allons rencontrer des carbones que nous appelons tétragonaux, où on va rencontrer au moins un carbone que nous appelons carbone tétragonal. Comment alors se présentent ces atomes de carbone? Et retenez que des atomes de carbone qu'on a appelés tétragonaux sont des atomes de carbone trivalents. Donc, carbone tétragonaux est un atome de carbone tétravalent. Tétravalent, donc un atome de carbone tétragonal. Tétra veut dire 4. Comme on le sait, c'est un atome de carbone qui a pour valence 4. Mais comment sont disposées ces 4 valences? Chacune des valences de l'atome de carbone est partagée avec soit un atome ou bien un groupe d'atomes. Et ce carbone-là se présente sous la forme C. Vous allez constater autour de lui les 4 valences. Et nous allons appeler un atome de carbone de ce genre atome de carbone tétravalent. Vous allez voir, ces valences qui sont là, alors sont partagées soit avec des atomes ou bien des groupes d'atomes. Exemple, quand nous prenons la molécule du méthane CH4, on a l'habitude d'écrire la formule développée sous la forme C, H, ici liaison H, ici liaison H, ici liaison H. Et par conséquent, nous voyons que le carbone qui est là est un atome de carbone tétragonal. Et en modèle, c'est ce que vous voyez ici. Donc, à observer, nous avons un atome de carbone tétravalent. Et le carbone qui est là, donc cette sphère-là, c'est l'atome de carbone. Et les rouges là représentent les 4 valences. Et nous appelons ça en ce moment atome de carbone tétravalent. Et deuxième catégorie de carbone, c'est le carbone trigonal, ou les atomes de carbone trigonaux que nous aurons à représenter. Lorsque nous prenons les carbones trigonaux, alors retenez que ce sont aussi des atomes de carbone tétravalents. Donc, ce sont aussi des atomes de carbone tétravalents, autrement dit qui ont pour valence 4. Mais cette fois-ci, les valences sont disposées de sorte que, alors, le carbone échange une valence, alors, avec des atomes ou bien des groupes d'atomes. Et les 2 autres valences, ils échangent ces 2 valences avec un atome ou bien des groupes d'atomes. Lorsqu'un atome de carbone se présente sous cette forme-là, nous allons l'appeler atome de carbone trigonal, j'allais dire. Pourquoi? Parce que ici, à observer, on dirait que ça forme ce qu'on a appelé un triangle dont le centre est occupé par l'atome de carbone. Alors que cet autre, en liant, on obtient un carré presque dont le centre est occupé par l'atome de carbone.
Et cet atome de carbone sera alors appelé atome de carbone trigonal, qui échange deux valences simples avec des atomes ou groupes d'atomes, et une double valence avec des atomes ou bien double ici groupe d'atomes. Exemple, nous avons la molécule qui est là, qu'on a appelée la molécule de l'éthylène vue dans les basses classes, peut être représentée sous la forme, comme on a l'habitude, H, ici H, C double liaison, H, et ici H. À observer, nous voyons que cet atome de carbone est trigonal, cet autre aussi est trigonal. Et lorsque nous connaissons ces types d'atomes de carbone et que l'on les rencontre dans ce qu'on a appelé les molécules, à représenter dans l'espace, ça va alors nous donner la facilité de représenter tel ou tel type d'atome de carbone. Vous avez ici, par exemple, le modèle du carbone trigonal que je peux représenter ici. Alors cette fois-ci, j'ai un carbone trigonal. Ici, on doit avoir une double liaison. Et en ce moment, les deux valences-là vont être échangées avec des atomes différents. Et les deux autres valences vont être échangées avec un seul atome ou bien un groupe d'atomes que nous allons appeler alors carbone trigonal. Et connaissant les différents types d'atomes de carbone, cela veut dire que nous avons désormais les premières notions de base de la stéréochimie concernant les types d'atomes de carbone. Carbone tétragonal et carbone trigonal. Et ayant su ces types d'atomes de carbone, il va alors falloir que l'on continue cette fois-ci avec les conventions. Les conventions de Donald Cram. Donald Cram, ça c'est un chimiste américain qui a travaillé alors sérieusement sur ce point, qui a cherché à tout alors simplifier pour nous, ce qui nous permet de représenter facilement les molécules dans l'espace. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment Donald Cram a procédé? Alors, nous allons comprendre ce qui s'est passé. Il faut représenter les molécules dans l'espace. Et qu'est-ce qu'est l'espace? Qu'est-ce que l'espace? Alors, dans la définition de la stéréochimie, nous avons dit représentation des molécules dans l'espace. Il va falloir que l'on comprenne qu'est-ce que c'est que l'espace pour que l'on puisse représenter les molécules dedans. C'est ce qui fait un peu la complexité de ces cours. C'est ce qui fait que beaucoup ont la difficulté de comprendre ces cours. Pourquoi? Parce que la matérialisation de l'espace. À écouter le cours, nous allons penser que nous sommes dans un cours théorique, bien sûr, mais dans cette théorie, nous nous retrouvons dans la pratique. Pourquoi? Parce que l'espace, nous qui parlons, vous qui nous suivez, vous les candidats, alors vous êtes tous dans l'espace là. Et nous voulons représenter une molécule dans l'espace. Et en ce moment, comment nous allons procéder? C'est quoi l'espace d'abord? L'espace, on vous a défini en mathématiques que l'espace est constitué par un repère tridimensionnel. Un repère tridimensionnel dont les axes sont OX, OY et OZ. C'est ce qu'on vous explique et c'est exactement l'espace. Mais lorsque nous voulons situer une molécule ou un objet dans l'espace, alors le candidat peut être dans une salle de classe ou quelque part où vous allez vous rendre compte que vous êtes entouré par 8 repères trigonaux. Ici,
Nous avons 4 qui sont en haut, les 4 coins du mur en haut. Et nous avons 4 aussi repères trigonaux qui se trouvent en bas. Et si je pouvais me permettre, pour mieux comprendre, je peux dire ces 4 repères qui sont derrière moi et ces 4 repères qui sont en face de moi. Et lorsque nous voulons situer une molécule dans l'espace, là, ça devient compliqué. Ce qui fait que il faut éliminer certains repères et se focaliser sur d'autres. Quels sont donc les repères qu'il faut éliminer? Ce sont les 4 repères qui sont derrière. Et on se focalise sur les 4 qui sont devant. En éliminant les 4 qui sont derrière et se focalisant sur les 4 qui sont devant, alors il va falloir, parce que nous avons besoin d'un seul repère parmi ces 4, il va falloir qu'on élimine les deux qui sont en haut, parce que nous qui sommes en train d'observer, nous qui voulons placer la molécule dans l'espace, nous sommes dans une position d'en bas. Et à partir du moment, alors nous sommes en train maintenant de parler de position en haut, ici, derrière, devant, sachez que nous sommes automatiquement en train de parler de la stéréochimie, parce que nous sommes en train de parler de positionnement. Positionnement, bien sûr, dans l'espace. Et pour cela, les 2 repères qui restent maintenant en bas, que nous voulons alors choisir, ou que nous choisissons, il va falloir que l'on élimine un parmi les 2. Et dans les écoles françaises, nous commençons à écrire de la gauche vers la droite. C'est ce qui va nous amener alors à choisir le repère qui est là, à notre gauche. Et le joint entre les 2 murs élevés va être ici l'axe OY. Le joint qui est là à partir du mur d'en face, en face de vous, et le sol va être ici appelé l'axe OX. Et le joint qui se trouve à votre gauche, entre le mur qui est là et le sol de la salle de classe, va être appelé l'axe OZ. Et c'est ce repère-là que nous allons choisir. Et lorsque nous choisissons ce repère, cela sous-entend, dans ce repère, nous avons l'information que nous avons 3 axes que nous venons de définir et nous avons également 3 plans qui sont là. Nous avons en premier lieu le plan ici OX, OY qui est là. Et nous avons le plan OX, OY, OZ ici. Et nous avons le plan O ici Y, OZ. Donc un repère tridimensionnel est constitué par alors 3 plans. Et lorsque nous voulons placer une molécule dans l'espace qui est maintenant réduit ici à sa forme la plus petite, qu'on a appelé le repère tridimensionnel formé de 3 plans, ça devient toujours compliqué. Et c'est là où alors Cram a fait intervenir ces conventions que nous avons appelées conventions de Cram. Nous n'avons pas un tableau qui est sous la forme que nous avons ici. C'est l'espace là que vous voyez représenté par là, si vous observez très bien. J'ai écrit ici S, pas, et ici ce, pour montrer que l'espace est formé par ces 3 plans. Nous avons le plan d'en face, nous avons le plan de gauche, et nous avons le plan sur lequel vous êtes assis, vous les candidats, en train d'observer. Mais, quel est le plan que nous sommes en train d'utiliser en classe ici? Quel est le plan que nous aurons à utiliser dans la salle d'examen? C'est le plan qui se trouve en face de nous. Pourquoi? Parce que c'est ce plan-là qui porte notre tableau noir. C'est également ce plan-là alors qui correspond à notre feuille d'examen, à votre feuille d'examen. Et c'est sur ce plan-là que vous devrez travailler. Et c'est exactement alors ce plan-là qui a été utilisé
par ce qu'on a appelé CRAM, pour pouvoir simplifier. Cela veut dire désormais que notre espace va être simplifié en un seul plan. Et lorsque l'espace correspond à ce seul plan, cela sous-entend quoi? Que les autres plans ne sont pas éliminés, restent dans la mémoire du candidat. C'est ce qui fait un peu la complexité des choses. Ça veut dire que vous êtes en train de présenter une molécule ou un objet devant un plan, mais en réalité, ce plan-là n'est que l'expression réduite d'une molécule, comme on appelle, de l'espace tridimensionnel. C'est pourquoi vous allez constater ici tout de suite, nous allons alors parler des différentes positions des liaisons chimiques qui se trouvent sur ces atomes de carbone-là dans le plan. Donc, je vais écrire les positions des liaisons dans le plan selon CRAM. Retenez que nous avons principalement 3 positions que les liaisons chimiques peuvent occuper dans l'espace, selon CRAM. Les 3 positions principales sont: la première, nous avons la position qui est appelée dans le plan. Et deuxièmement, nous avons la position qui est appelée devant le plan. Et troisièmement, nous avons la position qui est appelée en arrière du plan. En arrière du plan. Alors, comment le candidat peut déterminer ces 3 positions de liaison? Et comment, de façon conventionnelle, alors CRAM a voulu qu'on les représente? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, je vais chercher une liaison rapidement. Voilà. J'ai ici une liaison chimique. Cette liaison chimique que j'ai, alors je veux la présenter dans les 3 positions qui sont là. Dans le plan, devant le plan, en arrière du plan. Les 3 positions principales. Je vais considérer dans le plan. Quand dit-on, selon CRAM, qu'une liaison est dans le plan? CRAM dit qu'une liaison est dans le plan lorsque cette liaison-là est parallèle au plan. Une liaison est dans le plan lorsque cette liaison-là est parallèle au plan. Et à regarder, désormais notre espace se réduit à notre tableau, qui est notre plan utilisé, le plan OXOY. La liaison que j'ai, en la plaçant ici, cela signifie qu'elle est dans le plan. Pourquoi? Parce que dans cette position, la liaison est contre le tableau et sa position est parallèle au tableau. Je vais alors dire que c'est une liaison qui est dans le plan. Et cela sous-entend que lorsque je déplace cette liaison dans cette position, pour des observateurs que vous êtes, c'est comme si j'étais à la position la première. Cela sous-entend que je suis toujours dans le plan. Pourquoi? Parce que la liaison là reste toujours parallèle à mon tableau. Et lorsque je vais disposer ma liaison dans cette position, je vais toujours dire que ma liaison est dans le plan. Pourquoi? Parce qu'elle est parallèle au plan. Cela signifie quoi? Que je peux avoir plusieurs positions de plan. Je peux avoir plusieurs positions dans le plan. La première, ici,
j'ai comme ça dans le plan. Ici, dans le plan. Et lorsque je considère que l'atome qui porte la liaison est ma main, je vais alors dire que cette liaison est dans le plan, orientée en haut. Liaison dans le plan, orientée en haut. Cela veut dire que je suis en train de chercher à situer avec exactitude ma liaison. Et quand je fais comme ça, l'atome qui porte, c'est ça. Je vais alors dire, cette liaison est dans le plan, orientée en bas. Et lorsque je place comme ça, je vais dire, cette liaison est dans le plan, orientée à gauche. Ici, dans le plan, orientée à droite. Et lorsque je place dans cette position, vous voyez, je vais alors dire que la liaison là est dans le plan, mais orientée à gauche, vers le haut. Vous voyez, c'est orienté à gauche, vers le haut. Cette fois-ci, je n'ai pas dit orienté en haut, mais plutôt j'ai dit vers. Parce que ce n'est pas tout à fait dans cette position verticale, mais ça tend vers cette position verticale. Et quand j'envoie dans cette position, je vais dire la liaison là est dans le plan. À gauche, orientée vers le bas. Cela signifie que je peux avoir deux termes, un terme ou trois termes pour montrer encore les positions dans le plan. Et Cram dit quoi? Que toutes les fois que vous allez trouver qu'une liaison est dans le plan, qu'en représentant cette liaison-là dans l'espace, qu'il faut la représenter par un trait plein, comme ça. Cela signifie, dès que vous voyez une molécule dans l'espace, la liaison entre deux atomes est représentée par un trait plein, alors dites-vous automatiquement que cette liaison-là est dans le plan. Et je peux avoir plusieurs sous-positions de plan. Plusieurs sous-positions dans le plan. Vous avez vu tout de suite avec moi, dans le plan orienté en haut, dans le plan orienté en bas, dans le plan à gauche, vers, orienté vers, ici le haut, dans le plan à gauche, orienté vers le bas, ainsi de suite. Donc ce sont des positions que nous serons amenés à définir. Ça veut dire que nous sommes en train indirectement de parler comme ça des notions de base. Nous avons seulement deux notions qui sont là. Mais à l'intérieur de ces deux notions, il y a beaucoup plus de notions de base qui sont là-dedans, qu'il faut essayer de comprendre, essayer de parler en stéréochimiste pour que vous soyez bien compris par les gens. Vous voulez situer avec exactitude un atome. Vous voulez situer avec exactitude une liaison. Et c'est ce qui vous permettra de situer avec exactitude une molécule dans l'espace. Pourquoi? Parce que la molécule est constituée par l'empilement des atomes et qui sont liés par des liaisons. Lorsque vous connaissez les positions de chaque atome, de chaque liaison, ça vous permet finalement d'avoir la position de la molécule dans l'espace. La deuxième, alors, position de liaison, c'est liaison qu'on a appelée, que Cram a appelée devant le plan. Une liaison sera considérée comme devant le plan lorsque une des extrémités de cette liaison est dans le plan. Donc, cela veut dire, je prends l'extrémité là, je touche. Cela veut dire qu'il y a une extrémité qui est dans le plan. Et l'autre extrémité de la liaison vient vers vous qui êtes en train d'observer la liaison. Cela veut dire que un bout est dans le plan et l'autre bout vient vers celui qui regarde la liaison. On appelle une telle liaison, liaison devant le plan. On va appeler liaison devant le plan. Donc, il ne faudrait pas que d'aucuns considèrent que ça c'est devant le plan. Non, dès que je regarde, cela signifie que la liaison est parallèle à mon tableau. Donc, à mon plan, je vais dire finalement que la liaison est dans le plan. Donc, ici, les liaisons qui sont comme ça, je vais alors les appeler liaisons devant le plan. Je reprends. Une liaison est devant le plan lorsque l'une de ses extrémités est dans le plan et l'autre extrémité vient vers l'observateur. Et par conséquent, je peux mettre dans cette position, je vais dire que la liaison là est devant le plan.
Je mets dans cette position. Je vais dire que la liaison là est devant le plan. Je mets dans cette position. Je vais dire que la liaison là est devant le plan. Et je suis alors amené à trouver plusieurs sous-autres positions devant le plan. En mettant ici, je vais dire que la liaison là est devant le plan. Ici, orientée vers le bas. Je vais dire, la liaison là est devant le plan. Orientée vers le haut. Ici, parce que ça n'arrive pas réellement en haut. C'est quand j'envoie ici, c'est en haut. Mais quand c'est ici, ça veut dire que ça va vers le haut. Donc, et quand je viens par là, je vais dire, la liaison là est devant le plan, orientée vers la gauche. Ici, la liaison là est devant le plan, orientée vers la droite. Et en ce moment, je peux avoir plusieurs sous-positions devant le plan. Et qu'est-ce que Cram nous a enseigné? Qu'il faut représenter toutes ces liaisons-là par un triangle plein. Un triangle plein. Certains vont dire un triangle foncé que je vais représenter sous cette forme. Donc, vous voyez, chaque fois que vous allez voir comme ça, dans la représentation d'une molécule dans l'espace, une liaison sous cette forme, dites-vous que la liaison là vient vers vous qui êtes en train de l'observer. Pourquoi Cram voulait qu'elle soit représentée sous cette forme et l'autre là sous la forme de droite, de tiret? Parce que quand une liaison est dans le plan, l'observateur voit que la direction de la liaison est uniforme. Tout le long, c'est uniforme. C'est pourquoi il a représenté par un tiret. Et lorsque une liaison est comme ça, devant le plan, pour un observateur, ce bout-là paraît plus mince que ce bout. Et par conséquent, c'est comme si il avait un bout de liaison plus large, donc le bout qui est vers lui plus large, et tandis que le bout qui est dans le plan est plus mince. Ce qui l'amenait à représenter sous cette forme-là. Et certains représentent par un triangle, ici rectangle, et d'autres représentent par un triangle isocèle qui a ici deux côtés égaux. Mais alors la bonne forme, c'est le triangle rectangle. Donc ainsi, nous pouvons avoir plusieurs positions devant le plan. Deuxième, troisième, dernière position, c'est les positions en arrière du plan. Quand dit-on qu'une liaison est en position en arrière du plan? Alors, nous avons ici notre plan. Et lorsque vous observez, je suis capable d'envoyer alors mon plan et j'envoie ma liaison en arrière. Cela signifie que je peux désormais, en prenant ça, j'envoie ma liaison dans cette position. Pour un observateur, l'un des bouts de la liaison est dans le plan, donc tout sur notre plan. Mais l'autre extrémité va dans le sens opposé de l'observateur. Donc cela veut dire que ça va en arrière. Je vais alors dire que la liaison là est en arrière du plan. Et je peux aussi avoir plusieurs positions en arrière du plan. Quand c'est comme ça, ça touche. Je vais dire c'est en arrière du plan, donc orienté vers le haut. Je vais dire en arrière du plan, orienté vers la gauche. Je vais dire en arrière du plan, mais orienté à droite vers le bas. Ici, en arrière du plan, à droite, orienté vers le haut. Donc, ça nous permet d'avoir encore plusieurs sous-positions de l'arrière du plan. Et c'est cette façon de situer avec exactitude les liaisons qui complique un peu la tâche. Et Cram dit de représenter ces liaisons-là par des triangles assurés. Donc, triangle assuré. Ou bien, ou représenté par des pointillés. Ou bien, on peut représenter par des triangles discontinus. Un triangle discontinu. Comme ça. Donc, je vais dire triangle discontinu. Ainsi, pourquoi sous cette forme-là? Parce que dans la réalité, l'observateur ne voit pas
cette liaison qui est en arrière du plan. Et en physique, on vous a fait comprendre que lorsqu'une image alors n'est pas réelle, cela veut dire qu'elle est virtuelle et vous la représentez dans la généralité par des pointillés. Et c'est ce qui a été aussi accepté par ici Cram. Ainsi, lorsque nous maîtrisons les types d'atomes de carbone et nous maîtrisons les différentes positions que les liaisons peuvent avoir dans l'espace ou dans le plan, alors nous pouvons désormais représenter les molécules dans l'espace. Donc nous retenons de façon ramassée que la stéréochimie est la représentation spatiale des molécules. Et pour cette représentation spatiale, nous sommes obligés de connaître les notions de base de la stéréochimie. Et les notions de base sont subdivisées en deux. Les différents types d'atomes de carbone et ici les conventions de Cram qui sont ici présents devant nous. Je vous remercie et bien, et pour ceux qui ont besoin de nous contacter, vous pouvez nous appeler sur le numéro 628 56 56 29. Et je vous remercie.